Bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce nouveau podcast pour démystifier les métiers de la tech et parler de ton parcours et des conseils donc tu pourrais donner à toutes celles et ceux qui nous regardent. Super, bonjour. Donc je te propose de commencer par te présenter et après voilà on va parler de ton expérience. Ok. Donc moi j'appelle André Bohus, j'ai 39 ans, je suis papa de 3 enfants. Ça fait maintenant un peu plus de 16 ans, 17 ans que je travaille dans le domaine de la tech et je suis directeur des activités Data IA de Devoteam en France. Voilà, D'accord, très bien, beau parcours. merci. Et donc, comment t'es arrivé là? Est-ce que tu avais déjà ce projet quand tu étais jeune? Quel était ton rêve Alors en pas du sortant tout. du lycée? Pas du tout. Je suis arrivé dans la tech complètement par hasard. Pour être honnête, quand je suis sorti du lycée, je rêvais d'être président de la République. Ah, moi aussi. Ouais, alors j'en suis pas du tout là, et puis c'est plus du tout une ambition. Je voulais le faire parce que je rêvais d'avoir de l'impact, et je pensais à ce moment-là que c'était forcément le job dans lequel t'as le plus de liberté, un peu naïvement. Alors heureusement, je Mm. suis jamais allé dans la politique, c'est pas du tout fait pour moi. Comment je suis arrivé dans la tech? Un peu par hasard. Moi, j'ai fait une école de commerce. Sorti d'école, j'avais envie de suivre le même parcours que la plupart des personnes qui ont fait ce type d'école. J'avais envie de rentrer dans un cabinet de conseil en stratégie Mm. ou en banque d'affaires. Et puis j'étais en échange aux États-Unis, à Phoenix. Et puis là, j'ai mon meilleur pote qui vient voir, qui lui avait commencé un an plus tôt à bosser dans le domaine de la tech. Il me parle de son métier. Alors, je connaissais rien. Il était rentré dans une boîte qui s'appelle Altran, qui a été rachetée depuis Ah oui. par Capgemini. Puis il me parle de son job et tout. Et puis là, je me dis, mais en fait, ce job, il est fait pour moi. Si je vais en conseil en strat, je vais être nul, c'est sûr, parce que je savais pas faire un slide. Voilà, donc c'était pas fait pour moi. Ça aurait été une cata. Mais je voulais y aller parce que c'était un peu la voie noble. Et quand il m'a Mm. parlé de son job en disant, voilà, je monte un département, je fais du commerce, je recrute des sachants, je m'intéresse à plein de projets différents, etc. J'ai changé de projet, je me suis dit allez, je vais aller, j'ai postulé, puis j'étais embauché. Et puis D'accord. j'ai pas changé depuis de domaine. Mais c'est un pur hasard et un pote qui est venu me voir en échange, quoi. C'est vraiment ça. Ok, donc ça t'a vraiment intéressé, tu t'es impliqué complètement dans le projet dès le départ. Ouais, ouais, en fait, moi je sortais d'école, donc j'avais passé une super scolarité en école de commerce, fait pas mal d'échanges, Mm. les assos, etc. Donc à l'époque, j'étais pas encore trop dans la vie active, je me projetais pas beaucoup, et je suis arrivé dans un milieu, donc dans le conseil, société de services, mais technologique, dans lequel j'ai retrouvé des équipes hyper jeunes en fait, tu vois, Mm. donc et plein de gens qui avaient en fait mon âge, qui étaient encore dans le passage entre la vie étudiante et puis le monde pro. Mm. Et puis c'était un écosystème qui me parlait parce que tu pouvais avoir de l'impact, c'est-à-dire que tu vois, le job c'était pas de produire des slides qui atterrissent sur un Oui. bureau et qui servent à rien, qui peuvent servir, mais en tout cas tu sais pas à quoi ils servent. Les jobs c'était d'aller voir directement des clients, de les convaincre de prendre des prestations, de Mm. comprendre leurs enjeux, de recruter des personnes, etc. Donc il y avait un côté très doueur qui m'a immédiatement parlé. Très Euh, concret ouais, dans l'action, sur le terrain. exactement. Mm. Très terrain, très concret. Puis il y avait une ambiance aussi très chouette. On allait, Mm. comme on allait tous entre 23 et 30 ans, on allait boire des coups le soir, Mm. etc. Donc voilà, il y avait une ambiance qui me plaisait beaucoup. Et puis il y avait un côté très euh, compétition très saine. C'était pas de la compétition parce qu'on n'était pas comparés, c'était pas le sujet. Mais quand tu voyais les collègues qui réussissaient, bah, ça te donnait envie de faire pareil. Ah oui. Et donc voilà, je trouve que ça tirait un petit peu vers le haut. Et C'était donc, motivant, ouais, stimulant. ouais, il y avait vraiment une dynamique ultra stimulante qui était chouette, ouais, exactement. D'accord. Et après, donc, quels ont été les points forts de ta carrière, les Alors, tournants? ouais, j'ai eu quelques moments qui ont été importants. Donc, j'ai quitté Altran ensuite pour rejoindre Devoteam avec des associés. On a monté une filiale, donc on était associés dans la filiale qu'on a créée D'accord. en 2012. Donc, c'était un premier pas dans l'entrepreneuriat. Ok. Voilà, donc ça, c'était une période absolument géniale
de créer une marque, Ouais. créer une offre, d'attirer des talents, alors que tu es pas connu et en essayant de les convaincre que tu vas mieux bosser que les autres, que tu es digne de confiance et cetera et puis après, il faut l'être vraiment Ouais. parce que quand tu as pas une grosse marque derrière toi, faut le faire. Mmh. Donc ça a été chouette. On a revendu l'activité, elle continue, elle s'est développée au sein du groupe Devoteam. Et puis ensuite, j'ai eu des moments qui ont été assez forts, pas mal d'échecs aussi qui m'ont pas mal construit, des moments où il y a eu des fortes réorganisations, il fallait embarquer des équipes et puis je pense notamment une fois où j'étais convaincu que les personnes avec lesquelles je travaillais depuis des années allaient continuer à bosser avec moi parce que bon, on s'entendait bien, parce qu'elles appréciaient ma vision, etc. Mmh. Puis mon projet était un peu moins sexy que d'autres dans la boîte à ce moment-là. Et puis Ah. bah, ils ont pas suivi, donc ça m'a mis pied au mur où le projet il se lançait. Mmh. Tu as peut-être connu toi-même en tant que chef de projet parfois, où le projet il se lance, t'as pas le choix, les jalons ils avancent, Ouais. et puis bah, pas d'équipe, donc Mmh. il a fallu vite embarquer les gens, ne pas baisser le niveau d'exigence sur la sélection, Oui. continuer à tirer les meilleurs. Et puis voilà, et puis donc ça a hyper bien fonctionné, finalement, ça a marché, puis j'ai appris plein de choses. Puis surtout ça a permis de comprendre que même si j'ai pas, même si je suis un peu paumé, que je vois pas forcément le bout et la trajectoire, en fait, en faisant la technique des petits pas, en avançant, ça fonctionne, quoi. Voilà. Ouais, step by step, Exactement. En fait, quand tu es pied au mur, souvent on essaie d'anticiper les oui. difficultés et on se dit: «Comment je réagirais dans telle ou telle situation?» Et je pense qu'il y a aussi une capacité à développer qui est pas innée chez beaucoup, en tout cas, et ça n'était pas chez moi forcément, Mmh. celle de se dire: «Si je sais pas comment faire, bah, c'est pas grave, en avançant et en cherchant, on va trouver des solutions». Donc il y a des choses, parfois, il Oui. faut pas anticiper parce que tu peux pas. Oui, on peut pas tout maîtriser, Exactement. Et ça donne confiance. Le fait de savoir que, face à l'imprévu, tu es Mmh. capable de trouver des solutions, bah, tu te dis: «Peut-être que la prochaine fois sera un autre imprévu, mais peut-être que j'y arriverai aussi». Donc voilà. Oui, de rebondir et peut-être, ne pas se freiner au départ si on n'a pas toutes les cartes en main, Exactement, commencer par un angle et après, exactement. et après voilà évoluer et parfois aussi il faut recentrer, le projet. Parce que Ouais, les projets qui dérivent, absolument, il faut être lucide, c'est exactement mmh, ce que tu dis, il y a une question de projet qui était défini au départ et puis ensuite, tu découvres des choses qui se passent qui sont pas exactement celles qui étaient prévues ou tu as des difficultés qui font que, bah, tu peux pas exactement aller, dans le sens que tu avais prévu. mmh, Tu as la cible, mais il faut pouvoir se réajuster et ce que tu dis donc bah, recentrer, en fonction de la réalité du terrain en étant parfaitement lucide, gardant ses ambitions, mais être lucide effectivement de ce qu'on peut faire pour pas se mettre en risque, quoi. Voilà. Donc ça, c'est oui. en tout cas pour mitiger les risques, ça c'est important. Oui, maîtriser les risques, au maximum ou trouver une solution de contournement, Ouais, à chaque, chaque problématique. exactement. D'accord, et comment tu es arrivé du coup à ton poste actuel, Bah, je suis arrivé à ce poste. Je pense que ce qui a fait que j'ai eu pendant ces 14 ans dans ma boîte, qui a fait que j'ai pu avoir ces évolutions, Mmh, c'est parce que j'ai souvent accepté des challenges qui étaient pas évidents. Euh, et, euh, et le fait de ne pas prendre les projets qui semblaient les plus maîtrisés, les plus mmh, sûrs d'aboutir, etc. Ça fait qu'au final, ça te pousse à, encore une fois, à trouver des solutions. mmh, Il y a aussi un côté, qui fait qu'évidemment, quand tout le monde s'attend à ce qu'un projet soit difficile à mettre en œuvre et que tu y arrives et bah, tu bénéficies de plus de succès, oui, que le projet qui semble évident et heu et c'est vrai que je pense qu'on veut en tout cas, c'est ma vision, quand on veut faire une carrière dans une grosse boîte, c'est pas une mauvaise idée de commencer par des projets un peu casse-gueule parce que c'est ce qui te permet derrière voilà, de rayonner quand ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc oui. c'est ça je pense, qui m'a le plus aidé. Ouais, de tirer plus d'avantages, et au niveau des technologies, bah, toi, tu avais pas une formation spécialement technique, au départ, donc tu t'es formé sur le tas. Comment tu as Ouais, fait? alors, moi, j'avais pas forcément de formation, technologique. Maintenant, dans les orientations qu'on a pris à chaque fois pour les entités auxquelles j'ai contribué ou que j'ai Oui, dirigées, il a fallu faire des choix technologiques. Hem, je pense que c'est hyper important d'avoir
confrontation au marché permanente. Donc je pense que c'est bien d'avoir des convictions. Par contre, il ne faut pas avoir trop de certitudes parce que ça bouge extrêmement Ouais. rapidement. Moi, j'ai toujours appliqué j'ai toujours une démarche d'être en permanence sur le terrain, de voir beaucoup de monde, déjà beaucoup d'entretiens, beaucoup de candidats, parce que je pense que Ah oui. c'est ce qui est le plus enrichissant pour comprendre comment va le marché, beaucoup de clients aussi pour comprendre les choix stratégiques. Parce que lorsque tu diriges une entité et que tu fais un choix d'investissement sur telle ou telle technologie, tu Mmh. engages quand même des ressources et puis des humains quand même, parce que Oui. les personnes qui te font confiance, quand tu leur expliques que la trajectoire c'est celle-là, les formations, les certifications c'est celle-là, en tout cas, ça engage ta responsabilité vis-à-vis d'elles, leur carrière, etc. Oui. Et donc effectivement, les choix technologiques qu'on a pu faire, ils ont toujours été liés à ce que les convictions qu'on se faisait en étant sur le marché, à ce que nous disaient les clients, et avec un pragmatisme du marché, quoi. Vraiment, c'est ce qui donnait, c'est ce qui fait qu'on ne s'enferme pas sur un domaine particulier. Et après, il y a une autre conviction qu'on a toujours eue, c'est que la technologie pour la technologie, c'est pas suffisant, c'est qu'on l'appliquait toujours aux usages. Et que Mmh. la réalité, c'est que Adapté. ouais, toutes les technos, elles se disruptent finalement. Tu vois, Oui. euh, que ce soit les technos de dev qui étaient hyper en vogue il y a quelques années, tu le vois aujourd'hui avec l'IA, ou les Oui. développeurs qui étaient ultra experts de leur Mmh. techno, ultra valorisés, qui pouvaient faire la pluie et le beau temps, etc. Oui. Aujourd'hui, ils se disent, mince, c'est un peu compliqué. Tu as des technos aujourd'hui, data autour de Snowflake, Databricks, qui sont clairement celles qui ont le vent en poupe. Mmh. Mais tu sais pas si c'est celles qui, dans 3-5 ans, seront celles qui seront majeures. Et je pense que c'est toujours dangereux de devenir un expert d'une techno Spécifique. exclusive sans pouvoir travailler les usages. C'est-à-dire que Mmh. quand tu es expert d'une techno, mais que tu sais comment tu l'implémentes, quels sont les usages, les difficultés organisationnelles, etc. Quand tu as une nouvelle technologie qui arrive, tu peux quand même t'appuyer sur ta connaissance du métier, des process, des orgas, des people, pour venir adapter et gérer une migration. Quand tu es vraiment un technicien Mmh. de cette technologie, tu es dépendant, t'es dépendant en fait des innovations technologiques et tu peux te retrouver en difficulté. Oui, donc il faut toujours avoir la vue opérationnelle, Ouais, comment est opérée la technologie et absolument. s'adapter au process, au contexte, Ouais. de la société, etc. Tu vois, on le voit notamment sur les solutions data, notamment. Mmh. T'avais tous les outils BI qui avaient le vent en poupe il y a Oui. quelques années. Tu avais les experts qui étaient hyper recherchés, Mmh. etc. Aujourd'hui, avec les plateformes data et avec Ouais. l'IA, c'est chaud, quoi. Enfin, tu Oui, vois, oui. celui qui est Oui. un expert, je ne vais pas citer forcément de techno pour pas mais de telle ou telle techno qui était ultra valorisée il y a 4-5 ans, je pense que ça devient un petit peu compliqué aujourd'hui, quoi. Sauf si, tu vois, en étant consultant BI, data, il a compris, tu vois, il a travaillé, je sais pas moi, chez Chanel, chez Carrefour, il s'est intéressé à la supply chain, il s'est intéressé Oui. aux appros, etc. Et dans quel cas, il sait se renseigner, faire sa veille, se dire, ok, moi je suis un expert de telle techno pour tel use case, maintenant j'ai compris que telle nouvelle techno, elle avait ça de mieux pour les approvisionnements, etc., pour avoir une meilleure vue. Et là, ça a un intérêt. Tu vois, donc, Oui, donc vraiment avoir une vue large, ouais, transverse et aussi se remettre en question sur, son expertise, la techno mais c'est qu'on clair. utilise et cetera et évolue. Il y a rien qui est acquis. Enfin, tu vois, quand tu penses au fait qu'on bosse, je sais pas, 45, je sais pas combien de temps on va bosser dans nos vies, mais enfin, Longtemps. tu vois, quand tu regardes 45 en arrière, années en arrière par rapport à maintenant, donc années 80, les technos qui existaient à ce moment-là, Mmh. c'est du délire. Donc, je Oui. pense que c'est totalement, c'est une énorme erreur stratégique d'enfermer sa carrière sur une expertise technologique de niche sans faire sa veille et Mmh. sans avoir une OK. vision globale. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 40 ans, la techno sur laquelle tu es expert, elle n'existera plus. Enfin, Oui, il n'y a oui, c'est aucune sûr. raison qu'elle existe encore, quoi. Oui, oui, surtout que maintenant tout va très vite, Bah ouais. tout se développe très vite avec l'IA Ouais, notamment, donc oui, oui. exactement. Donc apprendre en permanence, avoir Mmh. l'humilité de se dire que l'expertise qu'on a aujourd'hui, pouvoir se demander comment je la valorise demain, Mmh. et peut-être que ce pourquoi tout mon entourage me dit que je suis le meilleur aujourd'hui, bah, peut-être que demain, ils diront ouais ça c'est standard. Donc Oui, il y euh, a aussi des ouais, critères,
Même, par exemple, on voit dans les diplômes. Avant, le master, c'était le Graal et maintenant, c'est devenu vraiment classique. Ouais, t'as Le raison. minimum, le minimum pour un jeune candidat, par exemple. Ouais, 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 t'as raison. C'est pour ça qu'il faut, enfin, je pense que l'apprentissage permanent et la réflexion permanente de comment je peux me démarquer, qu'est-ce que je peux apporter, et ne rien considérer comme un acquis, je pense que c'est fondamental, ouais, t'as raison. Oui, se remettre en question. Et justement, pour se former, qu'est-ce que tu conseilles est-ce que toi, tu utilises des plateformes, par Ouais. exemple Alors, aujourd'hui, avec l'IA notamment, alors moi j'ai fait un truc, c'est que j'ai pris pratiquement toutes les licences majeures qu'on peut avoir, et puis je les utilise en permanence, tu vois, donc je l'utilise quand je bosse, donc j'utilise ce que ma boîte me met à disposition, mais Mm. j'ai pris aussi des licences en perso pour apprendre. Après, je pense que sur des formations théoriques, tu as des plateformes comme Udemy Oui. qui sont vachement bien. Mais moi, là encore, je pense que les enjeux principaux, c'est le fait de les appliquer. Donc, quand tu as une Mm. compétence, c'est de l'appliquer. Euh, quand tu regardes, quand tu prends les... Là, je vais pas forcément parler pour moi, mais si je parle pour les personnes de mes équipes qui sont sur des projets informatiques, très souvent, tu te retrouves sur un projet informatique où tu as un rôle, mais quand tu prends le projet dans son ensemble, il y a énormément d'enjeux Oui. qui sont connexes à ce que tu fais toi. Mm. Et je pense que c'est hyper important de pas s'enfermer que dans son rôle. Alors bien sûr, 80% de son temps, on le passe à délivrer ce qu'on doit faire. Et c'est le cas aussi dans mon job. 80%, je fais ce pourquoi je suis payé Oui. et les objectifs qui sont les miens. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir un mindset, de se dire que je conserve 20% de mon temps pour m'intéresser à ce qu'il y a autour, parce que c'est comme ça qu'on se développe des opportunités. Déjà, Mm. en se formant à des sujets un peu connexes qui sont pas exactement ce qu'on est censé faire. Euh, Ouais, lié directement à ouais, notre activité. et c'est dans le cadre du projet, mais c'est pas mon rôle. Sauf Oui. que en m'y intéressant, en nouant des liens avec les personnes qui font ça, Mm. bah, ça me permet effectivement de le comprendre. Et ensuite, je valorise une expérience à travers, même si c'était pas 100% de mon activité, mais Oui. parce que j'ai ajouté une corde à mon arc Mm. dans ce que je fais. Et puis ça me permet de développer un réseau, tu vois. Oui. Je pense que, C'est large. ouais, et je pense que c'est un super moyen je sais pas si de la formation, mais de monter en compétences, Oui, c'est sûr. Oui. De d'échanger développer. avec des gens qui expliquent leur job, qui t'expliquent comment ils font, etc. Et ça ouvre les horizons. Je pense que Mm. la chance qu'on a dans nos activités, c'est on peut ouvrir nos horizons. Mm. Faut le faire, quoi. Faut en permanence essayer. Oui, oui, c'est ça, il faut avoir toujours ça à Ouais, l'esprit et essayer de le faire un peu chaque jour. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire des formations en ligne, des certifs, etc. Mais après, c'est très dur de les valoriser si on n'a aucune ouais, expérience opérationnelle chez ouais. un client derrière. Parce que même si on a la certif qui correspond aux besoins, mais on ne l'a Ouais. jamais mise en application, on ne sera pas sélectionné en fait. En fait, les certifs, elles sont utiles quand il y a une techno émergente. Quand tu as une Au techno départ. nouvelle qui est Mm, émergente, où personne ne maîtrise mm, la techno, et souvent les éditeurs sont plutôt pas mauvais pour mettre en place des formations certifiantes assez poussées. Là, c'est un intérêt parce que bah, concrètement, personne n'a la compétence, oui, personne n'a d'expérience, donc l'assertif, c'est mieux que que rien. pas grand-chose, tu vois. Oui. Mais in fine, une fois que la techno est déployée, adoptée, ou la méthodo, ou la façon de travailler, etc., ça devient rarement un différenciateur. Mm. Ça peut être, moi je pense que c'est intéressant et c'est utile parce que quand tu n'as jamais travaillé dans le domaine, notamment quand il y a allez, environ une dizaine d'années, c'était les débuts de l'agilité, etc., dans nos métiers. Oui. Il y a eu tout un tas de formations qui sont apparues, Scrum, PSPO, du Safe, etc. Euh, bon, très vite, il y avait beaucoup de personnes qui avaient travaillé dans le domaine et les certifications, elles étaient pas vraiment différenciantes pour trouver un nouveau job. C'était pas ça qui te permettait. En revanche, le fait de les suivre quand tu as un esprit un peu analytique qui fait le lien, etc., ça permet rapidement de se dire, ok, j'ai pas exactement fait ça, mais dans ce qui est écrit, ok, parmi mes expériences, Mm. voilà ce que j'ai pu réaliser qui est en lien avec ce que me dit la certification. Et Oui. donc,
je me valorise différemment. Moi, je pense qu'il faut en permanence chercher à se valoriser, à vendre son parcours, pas Mmh. en racontant des choses Oui, fausses, mais simplement, une expérience, elle peut être racontée de 1000 façons différentes en oui, fonction, et c'est comme, bah, quand on intervient sur un nouveau projet, oui. on fait pas appel à en fonction des projets, à toujours la même compétence. Pourtant, on a un parcours qui est celui-là. Donc je pense Oui. que savoir faire les liens, c'est hyper important et les formations, ça peut servir ça à ça. Je pense qu'il faut les prendre pas comme, simplement une absorption d'informations, Mmh mh. mais un lien entre l'expérience que j'ai et ce que raconte la formation. Oui, peut-être valoriser davantage notre expérience Exactement. sur un point, un sujet précis, qui n'était pas un axe majeur, pendant le projet, par exemple, Exactement. OK. Et du coup, c'est ce que tu regardes, par exemple, chez des nouvelles recrues, quand tu fais Ouais. des entretiens? Alors moi je recrute, 80 à la perso. Ah, beaucoup de soft skills, Ah ouais, mmh. 80 à la perso et je pense qu'on va aller de plus en plus Oui, dans ce sens. dans ce sens-là, et enfin, je pense que globalement les boîtes doivent beaucoup progresser dans, alors il y a l'évaluation effectivement, mais il y a aussi l'accompagnement, des talents sur les soft skills, tu vois? On a des parcours de carrière qui sont très structurés, souvent d'un point de vue hard skills, tu vois? Oui, On sait dire, un junior sur tel job, il doit savoir faire ça, un confirmationnaire et ça, c'est quel que soit le domaine, hein, c'est dans la oui, tech, mais tu peux le prendre dans la finance, dans les RH et cetera et très rarement, c'est structuré sur les soft skills. Alors qu'en oui, fait, tu vois, les hard skills, bah, ils s'acquièrent, au fil de l'eau. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de ressources qu'il y a mmh, 10 ans pour se former. Donc je oui, suis beaucoup moins inquiet sur la capacité à appréhender un hard skill par quelqu'un qui ne l'aurait pas, aujourd'hui. mmh, En revanche, comment je l'accompagne et comment je m'assure effectivement qu'il a un mindset, curieux justement, oui, qu'il va lui-même être dans une démarche d'apprentissage permanente, que c'est quelqu'un qui, se remet en question, on en parlait tout à l'heure, tu vois? oui, Mais qui a une certaine humilité, qui a un sens critique, qui prend pas les choses, de manière brute. Ça aussi, on va en entendre ouais, beaucoup qui parler prend du avec, recul, bah, ouais, avec l'IA, je pense que ceux qui ont pas de sens critique, ça va être enfin, c'est déjà, très compliqué. oui, de la Capa résilience, Ouais, la résilience, la capacité à convaincre sans être dur, tu vois? Sans mmh, autorité, tu vois? oui, Mais fédéré, engagé et cetera. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je recrute. Je me suis toujours appuyé, énormément sur les soft skills et après, quand je regarde les hard skills, j'essaie de faire ce que je te disais tout à l'heure, mmh, tu vois? Sur les formations, j'essaie de faire le lien. C'est-à-dire que oui, tu peux pas trouver toujours la personne qui a exactement les compétences, et puis c'est une erreur parce que souvent les gens s'ennuient quand tu les remets exactement oui, c'est sur le vrai. même job. Parce qu'ils veulent évoluer aussi, donc Exactement oui. et Mmh. et et je pense que l'une des forces qu'il faut avoir, c'est cette capacité à faire le lien en disant: «OK, quand je regarde les soft skills de la personne, quand je regarde son parcours par rapport aux enjeux que moi je vais avoir là, bah, OK, je vois un lien et je vois que, elle va pouvoir à la fois progresser, grandir et donc s'épanouir Mmh. et puis au final, l'intérêt qu'elle va y avoir associé aux compétences qu'elle a, ça va faire que le projet va hyper bien fonctionner. Voilà. Oui, que ça a fonctionné et le fait aussi qu'elle ait un esprit d'équipe, qu'elle Ah puisse beh, collaborer, oui, c'est un essentiel, ça c'est hyper important et on le dit beaucoup, tu vois? C'est quelque chose que, enfin, c'est facile, enfin, oui, c'est la base, on le dit tous, mais et pourtant, tu vois, je sais pas si tout le monde le comprend et tous les jeunes le comprennent, aussi bien que ça. L'esprit d'équipe, c'est quand tu prends un peu de recul, c'est être aussi orienté sur la finalité du projet. C'est-à-dire que, mmh, on est rarement sur un projet tout seul oui, et quand on s'intéresse plus à soi, heu, à son petit rôle à soi qu'au projet oui, au global, bah, en fait, on n'apporte pas de valeur et c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la finalité. La finalité, c'est le projet avance et si tu es le seul à oui, avoir raison, bah, tu as quand même tort, en fait, tu vois? Donc oui, faut faire en sorte que toute la mayonnaise, elle prenne et donc cette capacité de se dire: «OK, je travaille avec des gens qui, sont concernés par l'objectif final qu'on mmh, a, par embarquer les gens autour oui, et que même si eux, ça va les ralentir à un moment donné, mmh, bah, ça va faire progresser le projet, mais je vais 1000 fois plus valoriser ces personnes-là et vraiment, je pense que c'est ces personnes-là qui doivent être capables d'évoluer parce que en fait, un projet qui réussit, c'est forcément un projet qui est collectif oui, et donc un individualiste, aussi bon soit-il, freinera un projet. Donc oui, au final, il y a pas sera besoin de contre je pense qu'il y a pas besoin de gens comme ça. Voilà. oui, En tout cas, enfin, dans les projets, tech, c'est compliqué transverse, d'avoir des individus, des individualismes.
Oui, oui, c'est très difficile, oui, qui pensent, enfin, plus à leur carrière qu'à la finalité du projet ou à l'esprit du groupe, comment, qu'est-ce que ça va apporter à l'équipe, Ouais. etc. Et tu vois, quand ils pensent plus à leur carrière, même ça, c'est une erreur. Parce que, en fait, moi, ce qui va, c'est sert une carrière, c'est le fait de dire, bah, on a réussi un projet. Si tu Oui, dis, en fait, je suis un super expert, j'ai bossé sur 6 projets, bon, ils ont tous planté. oui, Bon, c'est pas de ma faute, parce que moi, je suis un super expert, c'est à cause des autres, mais ils ont tous planté. mm, Bah, je pense que tu évolues moins vite que si tu dis, OK, bah, moi, j'ai pris part à 6 projets qui ont été successful, on a sué, ça a été dur, etc., mais on oui, l'a délivré. Bah, c'est plus valorisant que oui, la tâche exactement que tu as fait. Encore une fois, les expertises qu'on a et les tâches qu'on fait, à un moment donné, il y aura des gens qui le feront mm, mieux que nous. oui. Voilà. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la capacité à prendre un peu de recul et aller vers l'objectif. C'est ça qui compte. Mm. Et du coup, toi, au quotidien, comment tu gères ton activité, tes journées? Bah, tu l'as compris, moi je suis beaucoup sur le terrain. Oui, Donc moi, donc je vois beaucoup de clients déjà. Donc je vois des clients existants pour bah, déjà pour essayer de résoudre des problèmes parce que bah, souvent sur les projets, bah, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien parce que c'est la vie des projets, donc il faut essayer de les résoudre. par Euh, exemple, humain ou... Ouais, l'humain, par exemple, ça peut être que t'as un projet qui s'est lancé et que globalement il se déroule de la bonne manière, mais que les utilisateurs l'adoptent pas, ou alors Ouais, au contraire que les équipes font de leur mieux pour faire avancer le projet, mais que les utilisateurs sont pas disponibles mm, pour challenger la vision, etc. Ou parce qu'il y a des dépendances, parce que tu es sur un mm, projet qui a des dépendances avec un autre et que bah, il faut être en capacité d'arbitrer, mm. parce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, tout simplement Oui, sur le ça projet et qu'il arrive. faut l'aider. Mm, Donc ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. mm, Convaincre des nouveaux clients, parce qu'on oui, est sur un... Enfin, faut en permanence aller chercher de nouveaux clients. C'est aussi une manière euh, bah, d'apporter de la veille à tes clients existants. C'est-à-dire quand tu vas chercher des nouveaux clients, bah, ça permet de dire, OK, voilà ce qui se passe par ailleurs. Et puis, oui. Leur donner des informations aussi, ouais, partager des informations. exactement. Et puis ça, c'est quelque chose de très dur parce que les nouveaux clients, ils t'attendent pas, en fait. Ils ont pas, bah, voilà, ils ont leur partenaire, le prestataire. Donc, il faut d'abord leur démontrer, les convaincre que tu travailles bien, que Oui, tu as de la valeur à leur apporter. Et ce qui est pas facile, donc ça demande beaucoup d'énergie. Je vois beaucoup de candidats, ça c'est un élément important parce que je pense que ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on leur donne une vision des compétences qui existent sur le marché. Donc si avoir une activité permanente, de voir beaucoup de candidats, ça permet d'être hyper conscient mm, des compétences et de l'évolution du marché au-delà de ce qu'on voit nous, parce qu'on est tous enfermés en quelque sorte oui, dans notre boîte, dans notre environnement. Mais quand on s'ouvre et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, ça permet bah, d'avoir une veille et de mieux comprendre. Et puis, je travaille aussi pas mal avec les équipes, donc bah, les écouter, voir comment elles se sentent, l'évolution de leur carrière, leur accompagnement, les formations nécessaires, etc. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a tous les aspects. Donc moi, je gère aussi un PNL, donc ouais. un centre de profit. Donc, c'est de s'assurer effectivement de la bonne santé financière de l'activité, parce que c'est ça qui permet de faire les investissements derrière pour continuer à se développer. Encore une fois, on est dans un domaine où si tu n'investis pas en permanence, tu peux être le premier aujourd'hui, ton activité, elle peut être super, Mm, et dans 3 ans, est totalement disruptée. Et ça, c'est embêtant économiquement, et je pense que c'est aussi mm, c'est hyper embêtant humainement, parce que je pense que les personnes avec lesquelles on bosse, elles nous font confiance en disant surtout, bah, je fais confiance parce que si je travaille avec toi, dans 4 5 ans, j'aurai progressé dans ma carrière et tu m'auras pas mis tu vois, Dans un dans placard. un placard exactement. Au contraire, tu m'as ouvert. Et je pense que ça, c'est l'une des plus fortes responsabilités qu'on a, c'est de s'assurer qu'en permanence, on prend suffisamment d'informations, on prend les bonnes décisions pour aller dans les bonnes trajectoires pour que les personnes qui travaillent avec nous, bah, elles évoluent de la bonne manière et qu'elles soient plus employables encore dans 5 ans qu'aujourd'hui. Donc, c'est des investissements sur les formations continues, par exemple. Sur les formations, sur la nature des projets. Tu vois, D'accord. la réalité, c'est quand tu gagnes un nouveau projet et que tu as
personnes qui travaillent dessus, elles s'embarquent dedans pendant 2 ans, 18 mois, 2 ans. Quand le Oui. projet il se termine, elles vont aller sur un autre projet, et cetera. Et à chaque fois qu'elles changent de projet, c'est une nouvelle étape dans leur carrière. Toi, si pendant toute cette période-là, tu n'as pas fait de la veille et tu n'es pas allé chercher des clients avec de l'ambition, avec des projets nouveaux qui sont dans l'air du temps, qui challenge, etc. En fait, au fur et à mesure des missions, tu vas enfermer des personnes sur des activités qui, petit à petit, sont de moins en moins précurseurs. Il y a eu tu vois, il y a eu une grande période dans les années 2010-2020 avec des déploiements d'ERP. Tu vois, des systèmes de workflow, etc. Alors aujourd'hui, tu as toujours bien sûr du SAP, etc. partout, il n'y a pas de débat, mais c'était beaucoup de systèmes de workflow, etc. Si tu t'es pas un peu ouvert en disant, OK, comment je vais travailler maintenant sur des environnements avec des systèmes plutôt décisionnels, plus basés sur de la data, on parle beaucoup d'agentique, etc. Globalement, la boîte qui reste concentrée sur ces activités-là, au bout de quelques années, elle se retrouve sur une niche, peut-être disruptée, et les personnes qui sont dans cette boîte avec, quoi. Parce que elles se seront justement enfermées dans une expertise. Et quand tu es en projet, pendant 2 ans, tu sais pas ce qui se passe ailleurs. En fait, Oui, c'est vrai qu'on a tendance à rester enfermé sur son projet et pas trop s'ouvrir sur le reste. Ouais. Je pense que c'est important d'essayer de le faire, mais c'est difficile. C'est évidemment dur quand tu es chez un client du CAC 40 sur tel projet. De savoir ce qui se passe dans un autre secteur, etc. Et je pense que c'est la responsabilité des sociétés comme les nôtres, c'est d'avoir cette vision permanente et de pouvoir, à travers effectivement les orientations, à travers les projets qu'on va chercher, d'aller chercher en permanence des projets qui font grandir le collectif et qui ne l'enferment pas. Répliquer en permanence ce qu'on sait faire, c'est très bien parce que c'est ce qui donne une crédibilité, mais c'est important de s'ouvrir et de se dire, attention, là, tu as fait tel et tel type de projet, mais petit à petit, on va essayer de s'orienter vers là parce que le marché il va dans ce sens-là. Oui, de communiquer sur le futur et échanger avec les collaborateurs. Et justement, le futur, là, on parle quand même beaucoup de récession, crise économique. C'est quelque chose qui, toi, t'angoisse. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, angoissé, non, je suis pas nature angoissée. On a, en fait, on a eu une période post-Covid qui a été une période incroyable dans le domaine de la technologie parce que déjà parce que quand il y a eu le Covid, on s'est tous vu mourir. Donc ça a été mars 2000 et puis derrière, on a compris qu'on n'allait pas mourir et que du coup les boîtes qui pensaient des choses impossibles, il y avait des boîtes dans lesquelles c'était impossible de penser à du télétravail, etc. Elles se sont retrouvées à ne pas avoir le choix. Et donc, ça a bousculé effectivement des investissements massifs dans le digital parce que naturellement, toutes les boîtes se sont dit, OK, il faut être capable de communiquer avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos salariés, etc., de produits digitaux. Donc, ça a généré des énormes investissements pendant environ 3 ans. Donc c'était une opportunité. C'était incroyable. Ça, c'était une période incroyable. Et donc, en fait, on s'est un peu habitué à ça. Je pense qu'on s'est tous un peu habitués à ça dans le domaine. Et effectivement, depuis 18 mois maintenant, on vit une période plus compliquée. Je pense qu'il y a un retour, une partie du coup de la complexité, c'est un retour à la normale, mais forcément après l'euphorie, le retour à la normale, il est toujours un peu dur, tu vois. Un peu violent. Et puis il y a bien sûr un contexte économique européen et français qui n'a pas été ultra simple, tu vois, avec le contexte géopolitique européen. Le contexte politique français, etc., ça n'a pas été hyper facile. Donc, il y a eu effectivement un certain nombre de ralentissements, on l'a vu. Je pense qu'il y a aussi un attentisme de la part des clients et une prudence plus forte qui est de vigueur. Et puis surtout dans ce basculement technologique, je pense qu'il y a pas mal de, sur ces 12-18 derniers mois, pas mal de clients qui ne voulaient pas faire d'erreurs. Donc il y avait moins d'investissement, une réduction de l'existant. Ils ont aussi cherché à dégager, à réduire leurs dépenses pour augmenter leur capacité d'investissement ou réduire tout simplement leurs dépenses. Donc effectivement, on a vu moins de projets, on a vu beaucoup plus de personnes effectivement très bien qui n'avaient pas de projet ou qui n'avaient pas de job effectivement pendant ces derniers mois. Donc ça a été une réalité.
Je trouve que le marché il repart quand même. Mmh. Tu vois, Oui, moi, je trouve que le marché il est en train oui, je de suis d'accord. repartir. Je pense que la tendance macro long terme, elle est plutôt bonne Mmh. dans nos activités. Moi, je vois pas du tout sur nos métiers l'IA comme une activité qui va être, en tout cas, qui va réduire notre... Oui, parce qu'on dit qu'on va être remplacés tous par l'IA et que voilà, dans 5 ans, il n'y aura plus personne. Ouais, moi, j'y crois absolument pas. Tu Ok. vois, j'y crois absolument pas. Alors, ce que je pense effectivement, c'est qu'il y a des métiers qui vont fortement bouger. Oui, C'est clair. des transformations. Ouais, il y a des transformations. Enfin, je pense on développe plus aujourd'hui comme on développait il y a 3 ans. Je pense on gère plus du projet de la même manière. Enfin, Hmm. je pense qu'on structure plus un plan de déploiement, un plan d'accompagnement de la même manière. On va beaucoup plus vite sur un Oui, certain nombre d'éléments. sur les Euh, lancements, les démarrages. ouais, Oui, oui, bah c'est ouais, tu vrai. vois, même sur la production des livrables, Oui. etc. Enfin, c'est une évidence qu'on a un gain de temps Hmm. incroyable sur l'analyse des datas. Oui, Ça, c'est voilà, pareil, c'est une évidence. Donc, la première tendance, c'est dire on peut faire plus vite, donc on a besoin de moins de personnes pour le faire. Ça oui. peut être une première tendance. Et je pense que, allez, ça existe un petit peu. Je pense que ça existe un peu en ce moment. Euh, il y a ce côté, voilà, on va dépenser moins parce qu'on va le faire de manière plus efficace. Bon, je pense quand même que très vite, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une capacité à faire plus de choses, à créer plus de valeur. En fait, Hmm. le monde économique dans lequel on vit, il n'est pas fait pour, enfin, peut-être qu'il est défini aujourd'hui en tout cas, pour se dire je, je coupe en permanence les coûts pour faire moins. C'est plutôt comment je peux réfléchir à créer plus de valeur. Donc, c'est plutôt pour moi un accélérateur de création de valeur avec Hmm. tous les défauts écologiques que ça peut avoir Oui, si on passe là-dessus. Donc, ça, c'est une évidence. Mais je pense néanmoins qu'on va dans enfin, collectivement, on va dans cette trajectoire-là et avec les impacts écologiques qu'on peut imaginer. hmm. Mais donc voilà, donc Mais qui pourront trouver aussi une solution peut-être écologique. peut-être, je sais pas. Pour le moment, on l'a pas. Mais en tout cas, moi, je crois que ça va demander euh, beaucoup de compétences, effectivement, des compétences enrichies, des compétences nouvelles, des compétences enrichies, des compétences plus multidisciplinaires. C'est-à-dire, je Hmm. pense que voilà, on a la capacité de dépasser sa zone de confort plus facilement aujourd'hui voilà, en accumulant des savoir-faire. Je pense que les métiers vont tous être amenés, en tout cas dans nos activités, à évoluer. Et puis surtout, je pense qu'on va rentrer dans une seconde phase qui tarde un peu à se mettre en place, mais qu'on nous promet beaucoup aux Oui, États-Unis, c'est les architectures agentiques. oui, Et donc, c'est des façons de penser différemment les systèmes de gestion, les systèmes d'information décisionnelle, etc. Et donc, on va aller vers une trajectoire dans laquelle il y aura, à mon sens, de la demande pour ces métiers. Donc, je pense qu'on va être encore sur des métiers pénuriques, mais il faut la jouer fine, effectivement. Il faut prendre du recul et de se dire, OK, qu'est-ce qui va être important? Donc là hmm. encore, je pense qu'il faut être très centré sur réellement les usages, Ouais. l'adoption et une vision multidisciplinaire et non pas enfermé sur telle ou telle techno ou telle ou telle méthode. Voilà. Oui, rester sur un angle très large et voir ça comme une opportunité plutôt que qu'un frein voilà, pour une future carrière ou développer d'autres compétences. Absolument, moi j'en suis Ok, convaincu. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Cool, André. Est-ce que merci à tu as toi. d'autres conseils à partager, d'autres Euh, expériences? Écoute, non, enfin, conseille, c'est essayer ça c'est, enfin, c'est pas évident, mais quand on débute en carrière, c'est choisir les gens avec lesquels on va travailler, parce que c'est vraiment comme ça qu'on progresse. D'accord. Et puis choisir quand même des zones de confort. Euh, Quand je dis des zones de confort, c'est-à-dire des choses qu'on aime faire ou dans lesquelles on se sent bon, parce que je pense que c'est plus facile de progresser quand on se sent bon dans ce qu'on fait. Euh, voilà, Oui, simplement. plutôt que d'aller contre vents et marées. Contre sa nature, ouais. Oui, Tu vois, après, ok. on peut choisir les difficultés, ça c'est clair, les projets, on en parlait tout à l'heure, les Oui, projets les plus durs, etc. Mais faut pas aller vers des choses. Enfin, voilà, faut essayer de se demander qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît, et est-ce que dans le job dans lequel je vais être, bah, je vais m'épanouir, et à ce moment-là, on va sûrement plus se défoncer pour y arriver, quoi. oui, Voilà. c'est sûr. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour de nouveaux partages d'expériences et de beaux conseils de carrière. Super, merci.